Bonjour et bienvenue sur Centrale Nature. C'est le deuxième épisode consacré au film Demain, ou plutôt à l'essentiel du film en près de 10 minutes. Alors dans le premier épisode, on a vu en préambule que le film présente des initiatives dans 5 domaines. Et ça a été scindé en deux pour que ce soit pas trop lourd, donc ce qu'on voit maintenant c'est la deuxième partie. Alors les principaux objectifs des épisodes 1 et 2, c'est de présenter toutes les initiatives du film en allant à l'essentiel, et puis de voir ces initiatives rapidement. Globalement près de 10 minutes au lieu d'1h55. Puis dans le domaine de l'économie cette fois, il nous emmène à Lille, visiter l'entreprise Poche Eco, spécialisée dans la production d'enveloppes. Le PDG nous explique qu'il produit dans une économie circulaire avec de l'encre sans produits chimiques, des bonbons pour absorber les eaux usées, toits végétalisés, etc. Il pratique l'écolonomie. Faire des économies en faisant de l'écologie, en 20 ans, en investissant 10 millions dans l'écologie, on fait 15 millions d'euros d'économie. Autre initiative à Totnes au Royaume-Uni, avec la livre Totnes, une monnaie complémentaire. Rob Hopkins qui nous dit que quand on achète pour 1 livre dans l'économie locale, on crée 2,5 livres d'activité. Et dans un supermarché, on ne crée qu'1,4 livres, car l'argent s'en va. Nous avons notre propre argent quand nous voulons une économie résiliente. L'argent est créé essentiellement par les banques privées via le crédit. Le reste, pièces et billets, est créé par les banques centrales. Dans le domaine de l'économie, troisième initiative à Bâle en Suisse, avec le franc Vire, utilisé par 60 000 entrepreneurs. Alors Hervé Dubois explique que la banque Vire crée la monnaie Vire. Les crédits avec des intérêts minimes et les avoirs sont sans intérêt. Ça peut être une solution cas de crise, par exemple. Ça ne sert à rien d'injecter des milliards en Grèce si l'argent peut sortir en 48 heures et les empêcher d'emprunter. Puis autre initiative à Bristol au Royaume-Uni, avec la livre Bristol, complémentaire de livre sterling. Le directeur nous explique que dans le système financier international, ils n'ont pas le même intérêt à maintenir une bonne communauté locale. Cette monnaie soutient les entreprises locales, limite l'évasion fiscale, les échanges sont plus locaux, donc ça réduit les émissions de CO2. Comme à Bristol, des centaines de villes dans le monde utilisent ce modèle. Puis toujours dans le domaine de l'économie, à Auckland, aux États-Unis, avec un réseau de 35 000 entrepreneurs, Bâle, une vision qui est de créer un réseau global d'économie locale interconnectée. Il y a Judy Vix, cofondatrice, qui nous dit que les multinationales contrôlent les gouvernements. En tant que citoyens, nous pouvons changer cela, en refusant d'acheter à ces grandes compagnies, en lançant nos propres entreprises locales. Il s'agit de redonner le pouvoir économique à nos communautés et de renforcer la démocratie. Puis il y a Michael Schumann, cofondateur, qui nous dit que dépenser de l'argent pour attirer les multinationales n'est pas la solution. Selon les études récentes, pour chaque dollar dépensé dans des entreprises locales et indépendantes, c'est 2 à 4 fois plus d'emplois créés, 2 à 4 fois plus d'impact sur la richesse et les revenus, 2 à 4 fois plus d'impact sur les impôts perçus et sur les dons aux associations. Alors dans le domaine de la démocratie, prenons l'exemple de l'Islande. En 2009, après la crise financière de 2008, chaque samedi les Islandais sont devant le Parlement et les banques. En janvier 2010, le gouvernement et le directeur de la Banque centrale démissionnent. Et en novembre 2010, 1000 citoyens sont tirés au sort pour définir les grandes priorités pour le pays, puis 25 citoyens élus pour élaborer le nouveau projet de constitution. Les citoyens ne renfloueront pas les banques, pas comme en France ou aux USA. Alors Catherine Hotsdottir, qui a fait partie des 25, nous dit que les thèmes récurrents étaient comment rendre les élus responsables de leurs actes, comment introduire de la transparence et répartir les pouvoirs pour éviter la corruption. Elle nous dit que les gens ne sont pas destructeurs sur une petite minorité, mais l'argent et le pouvoir rendent aveugles, et le pouvoir tend à se maintenir, il a fallu casser ça. En juillet 2011, le projet de nouvelle constitution est remis au Parlement. Le pouvoir des politiques, des grandes entreprises et des banques est encadré par les citoyens. Et un référendum consultatif est organisé qui fait apparaître 67% de oui. Sauf que depuis 2011, en 2015, les conservateurs bloquent le texte à cause des institutions, c'est encore les élus qui ont le pouvoir en dernier ressort de valider ou non. Alors comment faire ? Donc, on a l'avis d'un expert, David Van Reybrouck, qui nous dit que le futur de la démocratie se situe dans les nouvelles formes de représentation de citoyens. Jusqu'à maintenant, on ne connaît que les élections, mais il y a d'autres formes de représentation comme le tirage au sort. Il existe de façon encore très limitée, comme dans les jurys d'assises. Au Texas, aux États-Unis, des journées de démocratie délibérative ont été organisées sur les énergies renouvelables et quelque chose d'incroyable s'est produit.
Aujourd'hui, c'est l'État, il a plus d'éoliennes. Alors dans le domaine de la démocratie, autre initiative, ça se passe à Kutambakam en Inde. Création d'une assemblée citoyenne pour prendre les décisions ensemble. Le plan de 5 ans est soumis à l'assemblée citoyenne, présenté et discuté avec elle. Cela a eu des effets directs sur l'implication des gens, la quasi-totalité des enfants scolarisés, création d'une fédération et d'un système de microcrédit, réhabilitation de bidonvilles, etc. L'ancien maire Elango nous dit que quand les citoyens ont du pouvoir, ils créent une vraie démocratie. Après 2 mandats, Elango crée l'Académie des maires et en 10 ans, il a pris à 900 élus les principes de la gouvernance des citoyens par eux-mêmes. Alors pour finir, dans le domaine de l'éducation, ils vont visiter l'école publique Kirkkojarvi en Finlande. La Finlande est classée parmi les meilleurs pays au monde dans le domaine de l'éducation. Alors, le proviseur nous dit qu'ils ont très peu de bureaucratie, que le maître mot est la confiance, qu'ils n'ont pas d'inspection, pas de classement national, qu'ils utilisent leur temps à apprendre, pas à évaluer. La formation des professeurs dure 5 ans avec beaucoup de pratiques en classe, diverses approches pédagogiques et une étude approfondie de la psychologie enfantine. Et les cas particuliers sont suivis par un professeur supplémentaire. Et une prof nous dit qu'ils s'adaptent à chaque élève. Par exemple, ils apprennent la lecture avec plusieurs méthodes. Certains élèves vont commencer avec des lettres, d'autres avec des mots à déconstruire. Il est permis de circuler en classe et de parler avec les autres, doucement. Ça les enrichit d'être comme ça. Les élèves apprennent les matières théoriques et une grande variété d'activités manuelles pour mieux connaître leurs préférences. Alors, en rapide vue d'ensemble, un résumé de ce qu'on a vu, dans le domaine de l'économie, on a vu l'entreprise Pocheco de Lille, on a vu à Totnes, Bristol en Angleterre et Bâle en Suisse des monnaies complémentaires, et à Auckland aux États-Unis, on a vu un réseau d'entrepreneurs. Dans le domaine de la démocratie, on a vu 2 initiatives en Islande et en Inde, et dans le domaine de l'éducation, une école dans la banlieue d'Helsinki. Voilà, j'espère que cette synthèse des initiatives du film Demain vous a plu. Si c'est le cas, merci de mettre le pouce levé. Bien sûr, si vous voulez plus de détails, je vous invite à voir l'intégralité du film. Je vous remercie de votre attention, puis je vous dis à bientôt.